Je voulais dire merci d'abord à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a 50 ans, je ne me rappelle même pas si c'est 50 ans, en tout cas il y a du passé, hein, je n'imaginais pas être en face d'un nombre aussi de personnes qui pensent qu'ils existent, que je suis là. Et c'est vraiment, cela me va droit au cœur. Parce que le fait que vous soyez là déjà, pour moi c'est extraordinaire. Tout ce monde qui est là, en tout cas, surtout ceux qui font le métier comme moi, on se connaît, on s'est côtoyé, on a beaucoup parlé de cette mode-là. On a beaucoup voyagé pour cette mode-là. On a discuté, assisté à des conférences, à des cérémonies, à des réunions, pour parler toujours de la mode. Mais finalement, cette mode, je me suis rendu compte que c'est de nous seulement qu'il va s'agir. Ceux qui écoutent ou ceux qui nous côtoient, qui ne sont pas du métier, nous regardent, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est nous qui savons réellement ce que c'est la mode en Afrique. Parce que nous luttons contre beaucoup de choses. Nous luttons contre la concurrence extérieure, nous luttons aussi contre même la concurrence intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a nos marchés qui sont inondés de choses qui viennent de l'extérieur. Et il y a aussi nos citoyens qui refusent aussi de porter pour nous. Donc ça veut dire qu'il y a nous luttons contre deux choses qui sont complètement contre nous. Et ça, c'est vraiment le vrai problème que nous avons à travers le travail que nous faisons. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de talents aujourd'hui qui ont fait que ce métier-là commence quand même à force de se battre, en tout cas, commence à se faire, on bouscule un peu les habitudes. Moi, citer Saint-Joe, c'est notre doyen, c'est vraiment notre doyen qui nous a montré les chemins. Hein? Si c'est quelqu'un de courageux, parce qu'en fait, lui, il est différent. Parce qu'il faut d'abord avoir le courage de suivre son parcours. Mais aujourd'hui, il a fait ses preuves. Mais donc, il y a tellement de gens comme ça qu'on peut citer. Quand on cite par exemple Michel Yakis, c'est la seule femme qui a attaché sa ceinture contre nous. Mais on s'est dit, bon, on va se battre quand même ensemble. On a fini par se mettre sur le même chemin. Voilà, donc c'est juste qu'il y a beaucoup, on ne peut pas citer tout le monde, mais des fois quand on se retrouve, on sait qu'on vient de loin. On vient de loin, mais hormis que chacun se bat sur lui, mais on s'est dit qu'on a les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. C'est le problème de demander aux Africains au moins de consommer ce que nous faisons. Ce n'est pas compliqué. Nous ne demandons pas autre chose que ça. On ne fait pas ce qui est médiocre. On ne fait pas ce qui n'est pas portable. Moi, je ne sais pas pour quelle raison. Des fois, on se demande pourquoi les gens persistent et signent que l'Afrique ne doit pas se développer. Alors que l'Afrique a des éléments qui peuvent faire avancer l'Afrique. C'est vraiment le combat que nous menons aujourd'hui. Notre combat, ce n'est pas autre chose, hein. C'est nous-mêmes. Si les Africains décident de dire tout ce qui est fait en Afrique, ce n'est pas du médiocre. Tout ce qui est fait en Afrique peut être consommé par les Africains, que quand on consomme, on ne change pas de couleur. Si je porte une chemise blanche, quand vous la portez, si vous êtes noir, vous ne devenez pas blanc. Vous restez toujours noir, mais c'est bien porté. Le blanc qu'il porte, c'est beau, c'est blanc sur lui aussi. Voilà un peu le problème. Et je dis ça, c'est terre à terre, mais c'est la vérité que je dis. C'est le combat de toujours qu'on fait. Parce que quand nous voyageons, l'accueil dans d'autres pays est différent de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a une raison à ça. Parce qu'ici, il y a l'abondance. L'abondance des créateurs, des talents. Donc, du coup, ils ne se rendent pas compte que c'est du. Comme dit chez nous, si ramasser devient facile, s'abaisser devient difficile.
Voilà. Donc c'est ça et là. Mais les gens ne veulent pas. Mais quand nous allons ailleurs, mais vous ne pouvez pas imaginer l'engouement que les gens ont par rapport à ce que nous faisons. Donc je dis que c'est tant mieux pour nous. Et je suis sûr qu'on ne va pas baisser les bras. Nous allons continuer ce combat-là. Ça, c'est vraiment un combat. On va continuer. C'est pas possible. Ça dépend de notre vie aussi. Pour parler de la marque Patéo, pour moi, comme il a dit tout à l'heure, c'est vraiment, ça a été un rêve et aujourd'hui qui s'est réalisé. Il s'appelle Paté, le Dago, en abrégé Patéo, depuis qu'il a 8 ans. Son nom a Dréchi. Il a grandi avec, il en a fait une marque de couture et aujourd'hui, c'est une réalité. Il est côtoyé aujourd'hui par des grands couturiers comme Dior qui courtisent. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, la mode africaine est trichée partout dans le monde entier, que ce soit les tissus. Aujourd'hui, la problématique de cette mode africaine, c'est l'industrialisation, où nous on fait 2-3 modèles, ceux qui ont les moyens, qui est l'Europe, et ils font 10 000 à la seconde. Donc on ne peut pas avoir les mêmes prix de vente parce qu'on n'a pas les mêmes prix de revient. Donc mais la marque s'installe. La preuve, on a des marques, il y a Saint-Jo, il y a Patéo, il y a X, il y a Y, il y en a plusieurs, de qualité. Je me rappelle qu'au début, on nous disait que les finitions n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est fiers de porter les tenues africaines. Je vois des films aujourd'hui à Hollywood où vous avez que des tenues Yoruba du Niger, mais magnifique, Nigeria, magnifique. C'est une fierté pour nous. C'est un combat au quotidien. Vous l'avez fait. Les marques s'imposent. Il faut continuer. Et bravo. Le styliste Patéo, comme je disais, pour témoignage, nous avons grandi ensemble. Pour moi, c'est un modèle. Autodidacte. Il s'est perfectionné, il a appris, il s'est formé, il a écouté, il a été brimé, mais il voulait réussir. Et aujourd'hui, dire que la marque Patéo donne un fruit qui est le styliste, ou le styliste donne une marque qui est Patéo, pour moi, les deux ne font qu'un. C'est Patéo. Et bravo pour ce garçon. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu se battre, je l'ai vu. Juste pour ouvrir, comme on dit en français, anecdote, on avait l'une des plus grandes clientes qu'on avait, c'était Madame Traoré Aminata, directrice de cabinet de Madame Makangui, ministère de la femme. Ouais. Et quand elle venait, je disais, ah, t'es déjà réussi. Hein? C'est les grandes femmes là qui viennent te voir. Et moi, je jouais celui qui notait les mesures quand il prenait. C'est pour dire que il n'y a pas de petit. C'est nous-mêmes qui nous faisons petit. Quand on veut, quand on est passionné, on réussit. Et c'est ce qu'il a fait. Encore bravo, Paté. Yes. Quand on dit Paté styliste, peut-être pour nous, mais pour lui, celui qui est assis à côté de moi que je connais, il a été toujours l'homme que vous connaissez, qui écoute, qui regarde,
c'est pas des. Il n'a pas d'histoire avec quelqu'un, je ne pense pas. Il est toujours en train d'aider. Il est capable de donner sa chaussure et marcher pieds nus. Et je pense que ce côté africain, fraternité et humilité, il a. Bravo, Pathé. C'est un métier qui est très difficile. Mais quand même vous êtes arrivé à un niveau où vous avez une maison de production, le problème, ça devient maintenant un problème d'employés. Comment avoir d'abord des employés qui sont formés déjà, c'est une difficulté. Quand même la personne arrive qui n'est pas formée, que vous faites tout pour le former, dès qu'il sait qu'il est formé, la première chose qui vient en tête, c'est de partir. Voilà, on a l'impression que le métier de couturier, c'est vraiment un métier difficile. Pas que, tu n'es jamais sûr de ce que tu fais. Tu ne peux pas faire un programme avec un nombre de personnes pour dire qu'avec ces nombres-là, on va aller jusqu'à 1 an et faire un programme pour 1 an. Ce n'est pas possible. À la montée, quelque part, un jour, il y a 2 ou 3 qui s'en vont. Et très souvent même, on ne vous dit pas qu'on s'en va. Même matin, tu ne les vois pas. Après, c'est fini. La place reste vacante. Il ne vient pas, il ne te dit pas pourquoi il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il a et puis il ne vient pas. Donc, ça devient un problème. C'est vraiment un problème. C'est surtout pour ça même que moi, j'ai laissé le sur-mesure parce que, pas que j'ai laissé, j'ai fait le sur-mesure même très rarement parce que si vous donnez un rendez-vous à une dame, et la personne qui devrait faire la tenue de la dame, le lendemain, il n'est pas sur sa machine. Si c'est lui qui devrait faire ça, c'est déjà plus faussé. Donc, il faut donner ça à quelqu'un d'autre. Si cette personne-là n'est pas capable de faire ce que vous avez découpé, c'est un problème. Donc, je vous dis que c'est aussi au niveau de couturier aussi. Parce qu'il faudrait aussi que quand vous avez des employés, il faudrait que ces employés-là soient aussi comme vous. C'est-à-dire que l'employé ne le traite pas comme, on va dire, comme son chauffeur ou son gardien. Parce qu'il devient comme un associé. Donc, c'est comme ça qu'on peut garder un employé pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il est comme vous, qu'il sache qu'il ne va pas être remercié d'un jour à l'autre, ou bien qu'il ne va pas être viré pour peu. Voilà, il faut qu'il ait aussi confiance qu'en étant avec vous, il participe, qu'il fait partie de la maison. Qu'on le considère aussi comme étant quelqu'un de la maison. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui peut dire va faire ça, et puis ça reste là. Non, il faut discuter avec l'employé, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il a un problème, qu'est-ce qu'il a, pourquoi, et tous les jours, il faut parler. Sinon, il n'y a pas un atelier de couture qui peut garder des employés complets pendant 1 an. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Quel que soit le prix que vous payez. Mais chaque fois, le problème, c'est que quand beaucoup arrivent, quand il arrive, il voit plutôt ce que le patron gagne. Mais lui, ce n'est pas que le patron, quand il prend 100 000 francs CFA pour mettre dans sa poche, il faut compter peut-être que les 100 000 francs, il reste peut-être 10 000 francs qui peuvent être l'argent normal qu'il peut garder jusqu'à demain. Parce que lui, il ne sait pas que c'est l'argent cash que je te prends pour rentrer. C'est même l'argent cash là qui paye tout. Et le loyer, les impôts, les taxes, l'électricité, les téléphones, l'eau, enfin, tout est payé dans ça. C'est pas une météo où on amasse l'argent, c'est pas possible. C'est pas une métier où on amasse l'argent, ça est là, c'est pas possible. C'est pas ce métier-là. Le métier de couturier, c'est pas ça. Peut-être qu'il arriverait un jour, c'est pour ça que nous battons. Il arriverait un jour où l'État, il pourrait nous confier certaines tâches dans l'administration. Par exemple, si un jour on dit, bon, on appelle le président, notre présidente qui est Nadia Brut, qui est là, je pense, il dit, bon, présidente, à partir de maintenant, la confection de tenue de la police, c'est vous. Nadia dit, bon, ok, il appelle les responsables, il dit, bon, ok, chacun de vous, vous allez faire chacun 10 000 vêtements. Ceux qui sont capables, au moins, même si vous mettez un temps pour faire ça,
On vous donne l'argent cash. Et cet argent-là, ça peut permettre de faire quelque chose. Sinon, si c'est les sur-mesures, c'est vraiment, je vous assure que c'est difficile. C'est difficile. Parce que quand le client vous donne de l'argent, avant qu'elle revienne, cet argent, vous avez fini de manger. C'est l'argent de l'autre que vous prenez maintenant pour faire payer les accessoires. C'est ça. Je vous dis la vérité, c'est terre à terre, mais c'est ça. C'est ça en fait. C'est ça. Voilà. Et c'est dans ça aussi que nous avons essayé de créer des boutiques de prêt-à-porter pour essayer d'avoir un peu plus d'argent pour garder. Sinon, c'est impossible. Voilà. Et là, aussi, quand vous avez créé aussi une boutique de prêt-à-porter, il faut pouvoir aussi alimenter la boutique. Et tous les jours, les gens veulent des nouveautés. Quand les gens arrivent dans la boutique, il n'y a plus rien. Pourtant, c'est plein. Il n'y a plus rien parce que la personne n'a pas trouvé ce qu'elle veut. Voilà, donc c'est tout un ensemble. C'est vraiment un boulot. Gérer une boutique, c'est pas... La couture même, c'est vraiment un métier difficile. Mais bon, nous aimons ça. Et on se bat pour arriver à un niveau où on aura peut-être du soutien quelque part. Nous ne tendons pas la main pour qu'on nous donne l'argent. Nous voulons travailler. Travailler. Ça, seulement, c'est notre vie. On travaille. On n'a pas peur de travail. Pourvu qu'on nous fasse confiance, qu'on dise, bon, qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, l'État aussi vient à vous. Mais on veut... je donne un exemple. Par exemple, quand il y a eu le Covid, l'État burkinabé a mis 5 milliards pour fabriquer des masques. Et les masques sont fabriqués tous au Burkina. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la production au couturier François, qui est là-bas, François Ier qui est là-bas, celui qui était le responsable de la fabrication des masques. Donc ils ont donné du tissu aux femmes pour tisser, et puis maintenant donné aux couturiers. Donc on faisait chaque confection, quand vous faites un masque, vous avez 100 francs. 100 francs CFA. Il y en a qui font 100 masques dans la journée. 100 francs sur 100, c'est combien? C'est 10 000, non? Voilà. Si vous avez 10 000 francs dans la journée, et c'est-à-dire que vous ne dépensez rien, c'est-à-dire que vous venez seulement, vous avez 10 000 francs. Et c'est comme ça, ils ont fabriqué tous les masques. Ils n'ont pas payé aucun masque venant d'ailleurs, de quelque part. Voilà. Donc je pense que c'est un coup de pouce qu'on a donné aux couturiers qui sont dans leur atelier en train de tourner les pouces. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire pour nous. Mais jusque-là, le couturier est laissé à lui-même. C'est-à-dire que si tu veux, tu viens, si tu ne viens pas, bon, tant pis. Mais maintenant, on attend la fin du mois, on dit, bon, vous avez les agents des impôts, vous avez les agents des... C'est beaucoup de choses. Voilà, c'est terrible. Voilà. Donc, moi, je pense que, battons-nous quand même, je pense que on a fait le plus dur. On va tirer les jeunes là vers nous, et ils vont nous soutenir aussi pour qu'on arrive quand même à sensibiliser l'État, pour que l'État sache que si on pense que nous ne pouvons pas faire en Côte d'Ivoire, on peut le faire. On peut le faire là, ici. Ce n'est pas tout qu'il faut aller faire ailleurs. On peut. Il n'y a que ça seulement que peut nous aider, et ça y aura une considération aussi de ce métier. Merci. C'est quoi la Fondation Patéo? C'est une organisation laïque, apolitique, à but non lucratif. Elle est née de la vision de Patéo en 2020, afin de pouvoir développer une industrie de mode locale, continentale, africaine, en invitant les créateurs africains sur la nécessité de la production de la qualité et de la masse. Et je rejoins un peu notre ami, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est si on s'industrialise, on va diffuser encore plus tous les produits de la mode africaine, on va faire tomber les prix aussi. Alors, on s'est doté pour ça d'un magnifique siège social, que moi j'appelle la Maison Patéo, à Cocody Riviera, dit Triangle, pour ceux qui connaissent. Donc cette fondation est gérée par un comité exécutif, et qui est composé, bien sûr, d'un certain nombre de personnes. Donc, Patéo en est le président, bien sûr. Moi, il m'a nommé secrétaire général. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, on cherche aussi avec nous des gens qui vont nous accompagner dans le bureau exécutif, qui ont des talents ou des créations ou des passions
aussi pour la mode africaine et nous accompagner dans notre mission. La mission, c'est quoi? En fait, c'est de valoriser et d'accompagner le travail de création des jeunes stylistes africains, de favoriser aussi des ponts d'échange et d'inspiration entre toutes les générations de créateurs et les acteurs de la mode en Afrique. C'est aussi de valoriser le savoir-faire, les matières et les techniques locales. C'est aussi créer des plateformes d'échange, de solidarité entre les créateurs africains pour permettre l'émergence d'une nouvelle génération de stylistes tournés vers la production de qualité, encore, je me répète, et de masse. Aussi aider à l'accès des enfants, et ça c'est une idée de Pathé, à une éducation de qualité et d'accompagner l'entrepreneuriat de tous ces jeunes qui veulent réussir, qui ont des talents, qui ont des passions dans la mode, y compris même l'alphabétisation des jeunes femmes ou des jeunes filles qui voudront rejoindre la fondation. C'est nouveau ça maintenant. Nous sommes peut-être la première génération à vouloir créer des structures qui puissent durer pendant un temps, même après je le souhaite, après notre mort. Parce qu'en fait, la mode n'existait même pas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Parce que quand on dit un tailleur, c'est vraiment le dernier du métier. Donc quand les gens disent un tailleur, bon, c'est-à-dire on va chez un tailleur quand on a besoin. On ne considère même pas que c'est lui qui a fait. Vous êtes habillé, mais vous imaginez même pas que c'est lui qui a fait. Vous oubliez tout de suite que c'est fait par quelqu'un. C'est-à-dire le couturier, il n'existe pas. Donc, comment son œuvre peut exister? Il n'y a même pas d'œuvre couturier. C'est-à-dire qu'on se réunit, on est dedans, bon, quand on n'a rien à faire, on va être couturier. Alors donc, du coup, on ne considère pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas imaginer quand les gens, des fois, ils viennent dans nos ateliers, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il dit, c'est un ancien, enfin, un premier ministre d'un pays, je ne peux pas dire le nom, et il vient avec son fils. Il dit, bon, mon petit là, je l'ai envoyé dans des universités, des grandes universités, mais il dit, fais tailleur. Donc, je te l'envoie. Donc, je prends le petit. Bon, alors, donc, quand tu viens être couturier, il faut savoir tout faire. Même acheter les fournitures. Donc, je vais avec lui à Djamé, je dis, allons faire des achats. Chaque fois, je sors pour lui montrer, il sait qu'il ne peut pas durer chez moi, c'est pas possible. Bon, donc, allons quand même voir des choses. Pas que son comportement, déjà, on sent que ce n'est pas celui qui vient du village, c'est quelqu'un qui est déjà bon. Donc, on va à Djamé, on fait les achats, tout est fait, le carton est prêt, tout. Bon, quand je paye l'argent, le carton est posé, lui, le petit au moins, on regarde le carton. Bon. Alors, il a fait les cheveux, vous voyez, les cheveux avec Yombo, pas Yombo, qu'on appelle ça. Le gel, voilà, c'est plaqué comme ça. Voilà, donc, quand il regarde le carton, il regarde le carton. Après, il a fait sa tête comme ça. J'ai compris qu'il ne peut pas porter le carton. Et moi, j'ai pris le carton, j'ai porté. Bon, et puis on sort. En sortant, et on a rencontré Alpha Sidibé, père à son âme. Il y a un couturier qui était à Boaké, là. Voilà, très bien, qui faisait des... Voilà, on l'a rencontré. Lui, il ne savait même pas qu'il était avec le petit. Il dit, mais grand frère, non, tu ne peux pas porter le carton comme ça. Viens, donne-moi ça. Je dis, non, la voiture est à côté. Il dit, non. Et il prend le carton, il porte, et puis nous, on le suit. Arrivé, j'ai ouvert la voiture, il l'a mis dedans, on est fermé. Et il est parti. Je suis rentré, le petit aussi est rentré. J'ai dit au petit, il faut choisir notre métier. Ça ne peut pas être ton métier, c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a banalisé le métier et jusqu'à aujourd'hui. Hein? Quand vous voulez faire un métier, il faut que vous assumiez. Quand on assume, je pense qu'il y a quand même une satisfaction derrière. Si j'ai attendu 50 ans pour parler de la maison Patéo, c'est que franchement, je peux le dire, personne... Enfin, aider, il y a plusieurs genres. Parce qu'il y a eu quand même... il faut savoir qu'on est dans un pays où on a eu la chance d'avoir l'espace, la liberté de bouger, la liberté d'entreprendre.
la liberté de pouvoir travailler. Ça, c'est une aide. Mais quand à l'aide financière ou, je ne sais pas, matérielle, personne ne peut dire qu'il a 100 francs dans ce que je fais. Personne dans ce monde-là. Et je peux crier partout. S'il y a le contraire, la personne ne peut rien dire. Jamais. Mais on a travaillé de fil à aiguille. On a économisé de 5 francs, 10 francs pour arriver là. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ce n'est pas la peine de faire la couture. C'est la vérité, je vous dis. Je voulais à titre personnel le remercier d'avoir accepté que j'écrive sur son parcours. C'est pas donné. Vous avez des biographies qui sont faites à l'initiative de personnes. Vous avez des biographies qui sont autorisées. En d'autres termes, vous avez des personnes qui acceptent que vous pénétrez leur intimité. Ces personnes acceptent de vous dévoiler des choses. Et donc, c'est justement ces choses qu'il a accepté de dévoiler qui sont conseillées dans ce document. C'est un collector parce qu'il n'y a pas de biographie de Patteo qui existe. Il y a certes des interviews, ça et là, des bouts de phrases, des prises de position sur la problématique de la mode en Afrique. Mais il n'y a pas de document qui consigne le passage de celui que moi j'aime bien appeler le gamin de Guébaré, dans son Burkina natal, qui arrive par la force des choses en Côte d'Ivoire, ne sachant pas où aller, ne sachant pas que faire. Il est trimballé avec son frère aîné. Ils partent avec une seule chose dans leur besace, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la bénédiction des parents. Rien d'autre. Et il a dit d'ailleurs, personne ne l'a aidé, la vérité. Ses parents ont été d'un soutien inestimable. Il parle de ses parents dans cet ouvrage, de ses rapports, je ne dirais pas difficiles, mais bon, de sa maman qui n'a pas été très tendre avec lui. Alors Patteo s'est confié dans cet ouvrage. Je dirais que c'est 99% honnêtement de ce qu'il pense, de ce qu'il pense de l'Afrique, de ce qu'il pense de son propre parcours. C'est vrai qu'il a fait certaines confidences que vous retrouverez dans cet ouvrage et d'autres confidences qu'il m'a demandé de ne pas partager, malheureusement, que je vais quand même partager ici. Non, je vais partager juste une anecdote. Ça concerne sa rencontre avec Nelson Mandela. L'histoire, elle est connue. Bien avant ça, à l'hôtel Président, un hôtel avec tous les fastes et tout, mais qui avait perdu de sa verve. Et le président de l'hôtel Président à l'époque, pour ainsi dire, lui demande d'ouvrir peut-être une boutique et pourquoi pas d'organiser un événement pour redonner un peu, pour redorer le blason de l'hôtel. Donc il ouvre une boutique et des personnalités étaient en séjour là-bas, donc décide de faire une halte dans cette boutique, découvre le vêtement, mais c'est beau, c'est très coloré, c'est très exotique, il touche la matière et tout. Ces personnalités touchent la matière et après disent mais vous n'avez pas autre chose à proposer? En gros, porter de l'africain, porter du Patteo, c'est pas si valorisant que ça. Il a fallu que quelques temps après, Nelson Mandela, à la faveur d'une visite à l'Élysée, sur le perron, il accorde donc une interview comme il est de tradition là-bas, et un journaliste lui pose la question de savoir mais qu'est-ce que vous portez? C'est très beau la chemise. Et Mandela de répondre ah c'est un styliste talentueux africain du nom de PTO. Bon, enfin, il a prononcé en anglais, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça attire l'attention de tout le monde et c'est repris par des médias référencés à travers le monde. Le lendemain, la boutique de l'hôtel Président est dévalisée par ces mêmes personnalités qui estimaient que ce n'était pas suffisamment à la hauteur de leurs attentes. Ça, c'était une anecdote parmi 1000 autres, mais ça traduit aussi le courroux de Patteo qui se désole du fait que ceux qui sont censés être des exemples en arborant des tenues africaines mais ne le font pas dans la pratique. Et c'est totalement regrettable. Il cite aussi un autre chef d'État que je ne citerai pas, c'est un contemporain qui est encore en vie, à qui on demande dans une interview, vous avez une belle chemise, elle est de qui? Il dit, ah ça c'est un styliste africain là, qui m'a donné, bon vous savez quand je porte ça fait de la publicité pour lui et tout, voilà. Ça vous donne déjà une idée de la dimension de ce qu'était Nelson Mandela, de ce qu'il avait, de ce qu'il pensait de l'Afrique, et de ce que malheureusement nos personnalités ont de leur propre culture. Et c'est bien regrettable. Donc de ses confidences et de bien d'autres choses, il en parle dans son bouquin. Il parle aussi de sa vision. Et j'ai beaucoup aimé la question de la jeune journaliste qui se posait la question de l'après-Patteo. Qu'est-ce qu'il adviendra de l'œuvre de Patteo? Mais dans une interview confession qu'il m'a accordée le 19 mai 2019, il en parle aussi dans cet ouvrage. Je voulais aussi remercier la maison d'édition, les classiques ivoiriens représentés par le directeur général Draman Boiré, qui ont donc, lui et sa collaboratrice Julienne Dong, accepté donc d'héberger cet ouvrage, de l'éditer
et de le mettre donc à la disposition du grand public. Cet ouvrage, pour faire court, c'est ma modeste contribution, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais je me suis senti personnellement obligé. À titre personnel, j'ai tenu à le faire, et quand je lui ai partagé donc cette initiative, il n'a pas trouvé à redire. Donc c'est une façon pour moi de lui rendre l'hommage qu'il mérite. J'espère que je ne me suis pas du tout loupé. Et je vous fais la confidence, c'est aujourd'hui qu'il découvre le livre. Pour info. C'est vraiment un combat. Battons-nous et on finira par reconnaître notre effort. C'est comme ça que je vois ça. Je remercie aussi tous ceux qui sont venus, les mannequins, avec lesquels on travaille toujours, les journalistes surtout, qui nous ont fait. Moi, je suis arrivé ici de mon village. Hein. Sans cette presse-là, on ne m'aurait pas connu. Donc là aussi, c'est beaucoup. Maintenant, des gens qui ne sont pas ni couturiers, ni mannequins, ni journalistes, en tout cas, qui nous admirent, les clients, notre clientèle. C'est grâce à vous que nous vivons. Payez tout, mais d'ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci. M. Boiré va rejoindre STV, tous les partenaires presse. Merci à tous les mannequins. Merci à tous les acteurs de la mode présents ce soir. Merci.